The Mandalorian, Years and Years, Watchmen, Umbrella Academy, Poupée russe, Primal. un spectacle exaltant qui fait vite oublier le fiasco des derniers films et dont les ambitions visuelles et esthétiques sont pour l'instant à la hauteur du scénario. Avec son histoire qui emprunte aussi bien au cinéma d'action qu'au western, la série nous raconte l'histoire de ce personnage aussi mystérieux que l'intrigue et à qui Pedro Pascal réussit malgré tout à donner de la profondeur avec un casque sur la tête. The Mandalorian est une belle promesse pour l'avenir de la saga Star Wars et donne de l'espoir aux fans. une tornade. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire la mini-série de Russell T Davies qui raconte plus en 6 épisodes que beaucoup de séries en 6 saisons. Politique, économie, écologie, technologie, relations sociales, la série balaye tout, crée un vertige émotionnel décapant et inattendu, et télescope l'histoire de cette famille et l'histoire avec un grand H. C'est d'une ambition démesurée. Le pic est atteint à la fin de l'épisode 4, dont la conclusion est dévastatrice. La série aura un peu de mal à s'en remettre, donc la conclusion est un peu décevante, mais ça n'en demeure pas moins une série excellente. Le fait que Damon Lindelof transpose l'univers de Watchmen 30 ans plus tard, avec des questions beaucoup plus actuelles, donne beaucoup plus de valeur aux comics, en tout cas l'agrémente et permet de donner d'autres points de vue. C'est une série qui s'attarde énormément sur ses personnages et qui se construit au fur et à mesure. Le premier épisode ne va pas tout dire de la série, le deuxième épisode non plus, le troisième non plus. C'est l'ensemble qui va donner un show construit, de bout en bout, où tous les détails ne sont pas anodins mais extrêmement importants pour la suite, et techniquement c'est parfait. Donc Watchmen, impossible de pas le mettre dans ce top. On passera les pouvoirs pas bien originaux des protagonistes parce que ce qui est véritablement intéressant dans Umbrella Academy, c'est comment l'intrigue se mue progressivement d'un drame familial intimiste. L'intérêt n'est pas de savoir comment la fin du monde qui est inéluctable va être contrecarrée ou comment le meurtre du père va être élucidé, non. L'intérêt, c'est de voir les interactions entre les frères et sœurs et de voir comment ils vont recomposer leur famille qui est complètement dysfonctionnelle. Umbrella Academy a quelques défauts. Mais ses scènes d'action et son ambiance rock et barrée lui apportent toute la fougue et tout le peps qui peuvent parfois lui faire défaut. Au final, ça fait de l'œuvre entière quelque chose de véritablement attachant. Amy Poehler et Natasha Lyonne s'amusent vraiment à dézinguer complètement une certaine représentation des trentenaires new-yorkais, des gens un peu à la page, dans une espèce comme ça, de tambour de machine à laver qui part complètement cacahuète. Et au lieu de reprendre les mécaniques, voilà, on va dire, de ces espèces de films en poupée russe ou de boucles temporelles, ça devient une réflexion très poétique, très absurde et très cruelle sur la condition, on va dire, des urbains dans un monde qui ressemble plus à grand chose. C'est vraiment très joli, il y a un côté presque beckettien, un peu à la En attendant Godot, mais en version cynique et un peu postmoderne. Moi, c'est une série qui me surprend beaucoup parce qu'elle me touche précisément là où je ne m'y attendais pas. En fait, c'est vraiment une série qui ne dure que 5 épisodes de 20 minutes, mais qui arrive quand même à faire ce qu'elle promet dans son titre en réalité, nous montrer la bestialité des origines de l'être humain, mais aussi des animaux. Et en fait, moi je pensais que j'allais surtout être conquis par le côté gore, l'ultra-violence qui se déballe à l'écran là-dessus. Et là, pour le coup, c'est plutôt réussi. Mais finalement, le plus impressionnant, c'est le fait que cette violence est aussi présentée avec ses répercussions psychologiques, alors même qu'on voit des litres de sang se déverser à l'écran. C'est quand même assez fascinant, surtout vu le format. Donc faut avouer que je suis assez soufflé, et j'ai très hâte de voir ce qui va suivre. Dans leur regard, Dark Crystal, le temps de la résistance. Dark Crystal, le temps de la résistance. Dark Crystal, le temps de la résistance. Love, Death and Robots. Watchmen, Ava DuVernay se penche, certes avec un petit peu trop d'effet de pathos, mais elle se penche sur l'histoire des 5 de Central Park. Divisée en 4 longs épisodes, la série est extrêmement bien construite. Elle permet à sa réalisatrice de pointer du doigt les problèmes et de remettre en question le système judiciaire américain. Elle fait monter progressivement un sentiment d'injustice et de révolte chez le spectateur avant de le faire exploser dans son dernier épisode. Le résultat est une œuvre à charge qui va froisser les spectateurs, mais qui va surtout les imprégner pour longtemps. On n'avait pas besoin d'un préquel au chef-d'œuvre de Jim Henson et de Frank Oz. Il n'y en avait pas besoin. Mais toujours est-il que Louis Leterrier a réussi son coup. Pourquoi il a réussi son coup ? Parce que Netflix lui a donné non seulement un budget conséquent, mais surtout du temps. Le temps de la résistance est vraiment une bulle de résistance face aux marées de CGI et effets numériques qui ont tendance à noyer, voire abîmer la fantasy. La série, c'est une parenthèse magique, unique en son genre, fruit d'un travail méticuleux absolument dingue, vu la somme de détails à l'écran. Mais ce que moi j'ai adoré dans Dark Crystal, le temps de la résistance, c'est l'intrigue finalement, qui lorgne un petit peu sur l'idée de Game of Thrones, d'une heroic fantasy sombre, épique, un peu horrifique parfois, mais surtout extrêmement impressionnante visuellement et extrêmement bien narrée. Mais aussi, c'est une réflexion et une passerelle qui nous est offerte vers ce que c'est que l'illusion, ce que c'est que la suspension d'incrédulité, ce que c'est un peu que le rêve et le fait de croire dans le cinéma. Ça ne réinvente pas l'heroic fantasy, mais ça épuise tous les ingrédients nécessaires pour créer une aventure épique, spectaculaire, thématiquement riche, autour de personnages très forts. Et finalement, c'est une jolie réflexion sur l'état de notre monde et la non-action de nos gouvernements par rapport à la crise environnementale qu'on connaît aujourd'hui. S'il fallait une raison d'aimer Netflix, c'est cette série. Comme toutes les séries anthologiques, Love, Death and Robots, c'est une série qui vaut surtout pour sa diversité en réalité.
Et en fait, ça devient une sorte de rêve un peu de nerd, de se balader à travers toutes les phases de la science-fiction, avec une certaine liberté qui était accordée aux auteurs d'ailleurs. Certains épisodes sont aussi magnifiques d'un point de vue thématique. Je pense notamment à l'œuvre de Zima par exemple, qui est d'une profondeur philosophique assez incroyable. Et je suis vraiment curieux de voir où ces animateurs vont encore aller dans la nouvelle saison, étant donné qu'ils sont déjà allés très très loin dans leur art. Watchmen est un véritable raz-de-marée télévisuel qui brille aussi bien par le fond que par la forme. Damon Lindelof, comme dans ses précédentes créations, s'amuse à disséminer les pièces de son immense puzzle que le spectateur cherche à tout prix à reconstituer sans jamais rien comprendre, mais en sachant parfaitement que le jeu en vaut la chandelle. Avec une ambition folle, aussi bien visuellement que narrativement, la série embrasse toute la dimension politique du roman graphique d'Alan Moore et Dave Gibbons et continue sa critique de la société à travers des thèmes contemporains et grâce à un merveilleux casting où Regina King s'illustre aussi bien en tant que mère de famille qu'en vengeresse nocturne. Years and years. Poupée russe. The Boys. Tchernobyl. Euphoria. Euphoria. Alors, Years and Years, c'est une série qui arrive à faire un truc qui, sur le papier, est complètement invraisemblable, qui est incroyablement casse-gueule. En gros, c'est nous raconter la vie de plusieurs générations d'une famille britannique étalée sur des décennies. Donc, on part sur de la politique fiction pour terminer en pure dystopie et en saga familiale. En gros, chaque situation a très peu de temps pour se développer et on a d'énormes ellipses. C'est quasiment impossible de faire un récit intéressant et émouvant dans ces conditions-là. Et ben Russell T Davies y arrive parce qu'il écrit incroyablement bien, parce que c'est diaboliquement bien construit, que tous les acteurs sont exceptionnels et la série réussit à être un choc total, même en foirant son dernier épisode, et ça c'est pas donné à tout. Derrière sa bande originale entraînante, son humour irrévérencieux, son héroïne branchouille new-yorkaise un peu loufoque et complètement autocentrée, en fait, Poupée russe cache des interrogations bien plus profondes et bien plus existentialistes. Elle fait bien plus que de reprendre le concept éculé de la boucle temporelle, elle le tord pour construire autour des personnages une sorte de purgatoire infernal et inquiétant. L'environnement se fait reflet du temps, il devient fou et se dépeuple pour mieux exposer l'absurdité du monde. Après sa féroce critique de la société individualiste, le final méta-mindfuck vient prouver qu'en fait la série fait bien plus que de pasticher ou de citer un concept, elle le transcende pour lui donner une saveur nouvelle. Avec The Boys, Evan Goldberg détruit le divertissement grand public pour le transformer en véritable satire ensanglantée. La série marque par la violence non seulement de ses personnages mais aussi de son propos, qui est en fait une critique radicale de l'Amérique et de toutes ses valeurs. En super-héros psychotique, Anthony Starr brille au milieu d'un casting survolté qui porte une série beaucoup plus complexe et profonde que ce qu'elle n'y paraît et qui s'avère finalement aussi cathartique qu'une partie de GTA avec 5 étoiles et munitions illimitées. Ce qui est vraiment dingue dans Tchernobyl, c'est que c'est clairement l'œuvre de fiction d'épouvante la plus efficace qu'on ait eue sur un petit ou sur un grand écran depuis des années. Tchernobyl, c'est absolument terrifiant. La fin de l'épisode 2, c'est un monument d'angoisse. Et l'épisode 3, c'est une sorte de longue descente aux enfers, horrible, avec des effets spéciaux vraiment spectaculaires. Tchernobyl, c'est vraiment une œuvre de flip pure. Et en vrai, en toute honnêteté, je pense que la série va vraiment faire date à ce niveau-là, étant donné qu'elle a quand même marqué pas mal de spectateurs et que sa maîtrise formelle est un vrai exemple. Et je pense que ça va inspirer beaucoup de cinéastes et beaucoup de showrunners pour des fictions à venir sur ce genre d'événements. Du moins, je l'espère. Le film Assassination Nation avait été un gros coup de cœur. Et ici, Sam Levinson, il en reprend tous les ingrédients mais il passe un cap. Encore une fois, il continue à ausculter la société moderne américaine à travers le prisme de la jeunesse. Et ce qui est extrêmement fort avec Sam Levinson, c'est finalement qu'il prend aucune pincette pour le faire et qu'il parle de sujets extrêmement forts, extrêmement durs. Il parle de sexe, de drogue, d'alcool, sans rentrer dans les clichés inhérents du genre, du teen drama. C'est une réussite dans le fond comme dans la forme. Dans la forme parce que le travail sur la photo, le montage, la mise en scène, je le trouve magnifique. Et il y a plus de cinéma dans un seul épisode d'Euphoria que dans quantité de films vus en salle. Techniquement, c'est parfait. Alors certes, il ne réalise pas tous les épisodes de Euphoria, mais il y a une vraie technicité derrière, une vraie idée de caméra, très ahurissante. Mais tout ça, c'est pas de l'esbrouf, c'est vraiment au service de l'histoire et des personnages. Et les personnages, ils sont beaux, ils sont minables, ils sont héroïques, ils sont grandioses, ils sont pathétiques, ils sont obscurs. L'écriture, elle est fantastique jusque dans les moindres seconds rôles. Et avec tout ça, l'idée que la technique est folle et que la narration est extrêmement fluide, il crée une atmosphère, une ambiance qui est particulière, qui est quasiment singulière, et c'est ce qui fait tout le charme de Euphoria au final. Stop.